Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Gauthier Boll, professeur dans cette école, et au nom d'EDSAS, de la direction d'EDSAS et de la présidente du conseil d'administration, je veux dire que nous sommes très heureux de recevoir ce soir à l'école Fabienne Couvert dans le cadre d'un partenariat un peu spécifique qu'on a mis en place entre l'ADRAC Grand Est et l'ENSAS, grâce à Lorenzo Diez, conseiller d'architecture auprès de l'ADRAC Grand Est, ici présent. Il anime un groupe de réflexion autour du label ACR. Un label ACR, on peut considérer qu'il a plus de 25 ans, si on le considère depuis la création en 1999 de son prédécesseur, le label Patrimoine du XXe siècle. Et donc Lorenzo Diez a saisi, je dirais, l'opportunité de l'exposition qui se tient en ce moment à la gare de Strasbourg jusque début décembre, mais aussi dans 3 autres gares en France, initiées par le ministère de la Culture, dans le cadre des Journées nationales de l'architecture, qui mettent en lumière des réalisations architecturales labellisées. Donc, architecture contemporaine remarquable, ACR, c'est architecture contemporaine remarquable. Ça a pris le relais de ces labels patrimoine du XXe siècle en 2016. Et c'est des expositions qui ont lieu, dans les gares de Rennes, Avignon, Lille et Strasbourg. Donc, je le disais, ce label patrimoine du XXe siècle, devenu label architecture contemporaine remarquable en 2016, je notais que dans un article qui faisait le bilan du label en 2019, Isabelle Duhaut disait la chose suivante: les réalisations les plus récentes sont très mal mises en valeur, donc dans le cadre de ce label, alors même qu'elles ont été souvent très médiatisées, qu'elles correspondent à un renouvellement de l'architecture, prenant ses distances avec une production standardisée pour retrouver les apparences d'une plus grande créativité, et qu'elle pourrait jouer un rôle moteur. Et je crois que c'est à cet équilibrage conceptuel, typologique, chronologique, mais aussi géographique qu'œuvre Lorenzo et auprès de la DRAC dans le cadre des processus de labellisation. L'intervention de Fabienne Couvert ce soir, elle s'inscrit donc dans une perspective de la compréhension de ces œuvres récentes. Je dirais aussi dans un axe un peu plus spécifique à l'ENSAS sur la compréhension et l'appréhension des pratiques professionnelles et de la diversité des pratiques professionnelles. Il y a un Larsen, alors je vais me déplacer. Comment c'est oui, je sais pas, c'est bizarre. Donc je disais, la conférence s'inscrit aussi dans cet axe de compréhension de la diversité des pratiques professionnelles. On a eu des conférences l'an passé de chercheurs plutôt sur l'histoire et les évolutions des pratiques professionnelles contemporaines des architectes. Donc ce soir, c'est Fabienne Couvert qu'on va entendre, qui est architecte de la SNCF depuis 25 ans, actuellement architecte des grandes gares parisiennes et des gares d'Île-de-France, et depuis cette année, directrice de l'architecture et de l'environnement de SNCF Gares et Connexions. Elle a été formée à l'ANSA de Grenoble, donc elle a diplômé en 1990. Je vais peut-être pas refaire tout le parcours qui est extrêmement riche et diversifié, mais justement intéressant au regard de nos centres d'intérêt sur les parcours professionnels des praticiens et des praticiennes aussi. Elle a évidemment, dans ce cadre, œuvré avec Jean-Marie Dutilleul dans la conception et la construction d'un certain nombre de réalisations, dont la gare Meuse TGV, justement labellisée assez récemment, il y a 2 ans, donc de ce label ACR, et elle a été à la tête au sein d'AREP. Donc AREP, j'avais noté l'acronyme Architecture, Recherche, Engagement Post-Carbone. C'est juste d'une entité assez importante, d'une entité qui regroupe plus de 300 personnes, qui était l'équipe de conception-réalisation au sein d'AREP. Donc vous l'avez, je pense, compris, c'est une grande spécialiste des questions de mobilité, des gares, mais aussi du travail sur l'existant, la recomposition des lieux, des sites, des quartiers, et donc une conceptrice qui est, je pense, habituée à gérer un certain niveau de complexité, et qui a aussi, j'ai essayé de l'évoquer très rapidement, une expérience de gestion d'équipe, de management, et donc c'est 2 volets très intéressants aussi de la professionnalité, on pourrait dire, des architectes. Et voilà, je te remercie. Merci. Bonjour à tous, merci de l'accueillir encore. Je vais juste me présenter en 2 mots, parce que d'un coup, je l'ai pas très bien fait, mais quelque chose peut dire que dans mon histoire personnelle et familiale, j'ai beaucoup côtoyé les gares.
jusqu'à ce qu'après mon diplôme d'école, effectivement, avec le marché de Grenoble, comme tu le rappelais, j'ai eu la chance de croiser le chemin de Jean-Marie Dutilleul, architecte en chef de la SNCF, et j'ai pu mettre en pratique ce que j'avais appris à l'école auprès de lui, en découvrant ce que c'est que le métier d'architecte, parce qu'on apprend beaucoup à l'école, beaucoup sur le tas, donc ça, c'est caractéristique numéro 1 de notre métier, beaucoup de choses forcément qu'on voit ensuite. Et moi, je trouve que ce qui était intéressant dans cette rencontre, c'est que c'est quelqu'un de visionnaire et qui a tout de suite remis, on va dire, la gare au centre du dispositif à une époque où, dans les années 80-90, que ce soit d'ailleurs les transports ferroviaires ou autres types de transports, tout le monde misait sur la technique, le train, en l'occurrence, les voies, etc. Donc c'est l'époque du TGV, mais finalement les gares étaient restées un peu dans leur jus de l'époque. Donc c'était ça, je pense, c'était assez visionnaire. Donc moi j'ai travaillé sur de nombreuses gares. Je vais vous montrer un certain nombre qui vont illustrer mon propos. Je vais pas revenir effectivement sur Arrêt. Je voulais juste dire qu'effectivement, moi, je travaille sur Paris et Île-de-France désormais, donc les grandes gares parisiennes et Île-de-France. Et c'est Simon Bergogneau qui travaille sur les grandes gares en région. Je travaille notamment sur le grand projet de la grande gare de Strasbourg. Ce n'est pas moi. Voilà, donc je voulais vous dire que la gare, effectivement, c'est un laboratoire d'architecture en perpétuelle transformation. Depuis plus de 150 ans maintenant, elle s'adapte, elle se modifie, elle s'intensifie aussi, puisque je reviendrai là-dessus, mais on a une intensification des flux et des usages dans les gares. Donc la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est évidemment la conservation du patrimoine, mais son adaptation. C'est comment adapter nos gares, comment construire un nouvel équipement dans un site naturel, comment adapter les gares historiques aux défis climatiques, au-delà de l'augmentation des prix et des changements d'usage, comment construire le patrimoine de demain, et comment transformer, en fait, ces concentrés de sociétés que sont les gares, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans une gare, c'est de voir que dans une gare, on prend le train, on est très ému, parce que voilà, on a des tas d'adieux, mais on a aussi, on mange, on se restaure, on travaille aussi dans les gares, et puis on survit parfois dans les gares. Donc c'est un lieu assez complexe socialement, mais qui est vraiment intéressant de travailler pour trouver le meilleur équilibre pour tous ces usages différents. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la plupart des projets sur lesquels je travaille sont des projets en site occupé, donc c'est le temps long, les gares, hein, la transformation des gares avec les trains, les cheminots à l'intérieur qui travaillent, avec les voyageurs, c'est du temps long, du microphasage, donc on prend le temps de transformer ces gares, c'est beaucoup de gêne pour les voyageurs, mais c'est une caractéristique aussi du travail, en tout cas, sur les gares existantes, qui représentent à peu près 95% du patrimoine de Gares et Connexions, pour lequel je travaille. Peut-être un petit mot, je ne sais pas si vous savez, mais la SNCF, c'est à la fois les transporteurs, et puis SNCF Réseau qui gère les voies, SNCF Gares et Connexions qui gère les gares, et les gares aujourd'hui, avec à une époque on disait l'ouverture à la concurrence, maintenant c'est fini puisque Gares et Connexions doit être comment dire équitable avec chacun des transporteurs. Donc c'est l'entrée des nouveaux transporteurs en gare, et il faut trouver dans nos gares la façon d'accueillir les trains des autres transporteurs étrangers pour la plupart aujourd'hui. Donc la Deutsche Bahn qui arrive, les chemins de fer italiens, les chemins de fer suisses évidemment. Il faut les accueillir de façon équitable. Ça veut dire transformer la vente, transformer les automates. Enfin c'est des transformations, on va dire, multiples qu'il faut intégrer. Mais là, je m'éloigne un peu peut-être de mon sujet. Donc, effectivement, toutes ces questions, ça amène chacun, maître d'ouvrage, architecte, ingénieur, à imaginer et à mettre en œuvre des solutions architecturales à la fois innovantes sur le plan technique, fonctionnel, esthétique. J'espère que cette présentation vous permettra de mieux comprendre le monde des gares, et je vais tout de suite vous dire comment va se dérouler trois parties, cette présentation. À la fois, j'ai appelé ça l'architecture du mouvement, c'est les flux, c'est essentiellement le travail sur les gens et les déplacements. L'architecture en mouvement, c'est la transformation même de la gare. Et puis tout ça, c'est évidemment au service de l'homme. Donc, je vais reprendre ici une présentation que j'ai en partie fait d'ailleurs pour les journées du patrimoine, quelques éléments, c'est pour ça que je l'ai
doublement logoté, qu'on avait d'ailleurs partagé avec les équipes d'AREP à l'occasion des Journées du patrimoine au mois de septembre. L'architecture en mouvement, alors moi quand je décris mon travail, j'aime bien dire que ma matière première de travail, c'est à la fois les flux et le patrimoine. Et si on commence par les flux, c'est effectivement le déplacement des gens, chacun avec leur mobilité. Donc, vous savez qu'il y a aussi des problèmes d'accessibilité, de déplacement des personnes à mobilité réduite, mais il y a aussi la vélocité, on va dire, des voyageurs, hein, ceux qui sont étrangers, qui lisent pas très bien la signalétique, ceux qui sont très chargés de bagages, qui prennent le train occasionnellement, les voyageurs du quotidien. Moi, je travaille beaucoup sur les voyageurs du quotidien. C'est une autre mobilité, c'est une autre vitesse de déplacement. On va tout de suite très droit. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer cette image de la gare du Nord. Je ne sais pas si vous la connaissez. Là, on est dans la gare du Transilien, faite en 2000. Et les passerelles rovières, c'est par hasard, c'est simplement parce qu'on va au plus vite et donc on va pas mettre une passerelle perpendiculaire. Ici, on vient couper puisqu'on va passer du hall Transilien au hall Grande Ligne ou à la gare des bus qui se trouve. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, c'est à la fois de travailler à partir des flux avec le moins d'obstacles possible et puis partir à partir de l'espace les plus simples possibles. Donc voilà, c'est vrai que ici c'est un deuxième exemple, les deux contemporaines de la gare de Lyon. Vous connaissez peut-être qu'on a fait cette fois-ci, alors je suis désolée, je vous donne des dates, mais en 2011 pour le TGV Rhin-Rhône, on a quadruplé la surface du hall. Alors ce qui est assez intéressant, moi je fais toujours la réflexion quand on inaugure, quand on ouvre au public un nouvel espace qu'on vient de faire, c'est que tout à coup, il est complètement rempli. Et on se dit, mais où étaient les gens pendant les travaux, en fait? Moi, c'est quelque chose qui me sidère toujours. Les gens, c'est un peu comme les gaz, ça se diffuse, ça se propage partout. Et malgré le fait qu'on ait, donc, il y a à peu près 15 ans, quadruplé la surface, on est à nouveau saturé. Alors, on est à nouveau saturé parce que le train est victime de son succès, et c'est tant mieux pour la planète. Vous savez peut-être que le train, c'est 25 fois moins d'émissions que la voiture, 45 fois moins que l'avion. Bon, je suis pas là pour faire des pubs pour la SNCF, hein, mais c'est de notoriété publique, donc je le rappelle. Et donc, dans ce hall, aujourd'hui, il y a aussi des pratiques différentes. Maintenant, on a du contrôle à l'embarquement et ça crée aussi des bouchons. Donc, il faut retravailler, il faut réinterroger la façon d'embarquer et d'embarquer maintenant, en plus, des transporteurs qui peuvent être différents. Donc, on voit que les flux, effectivement, on voit les masses des gens, les déplacements, donc les trajets les plus simples. Et puis, on essaye de poser ici quelques points d'appui, quelques points porteurs au milieu de cette gare, en reprenant évidemment les codes des halles voyageurs. C'est ce qu'on a fait avec une écriture contemporaine. Mais c'est ça aussi, c'est une façon de compléter ce qui est transversal. Pour peut-être illustrer les flux, je vais m'appuyer cette fois-ci sur un travail qu'a fait l'équipe de recherche d'AREP. Alors, ce qui est intéressant, c'est de l'avoir mis un petit peu comme ça sous forme de schéma. C'est l'évolution des flux de la gare de l'Est, puisque vous connaissez bien la gare de l'Est, qui est la gare d'arrivée quand on vient de Strasbourg. Et donc, on voit la gare de l'Est sur le schéma là-bas, avec son bâtiment d'origine, ici, qui était d'ailleurs beaucoup plus long, avec 2 voies. Et en 1855, il y avait 530 000 voyageurs par an. On voit ensuite son évolution. Alors généralement effectivement donc son évolution avec une augmentation des voies ferrées et une augmentation importante en 1900, mais c'est surtout en 1931 qu'elle prend sa forme définitive. Et en 31, on multiplie la surface par 3. Voilà, donc c'est ça qui est assez étonnant. 30 voies à quai, 26 millions de voyageurs. Donc on est passé. Donc c'est intéressant de voir que c'est 26 millions de voyageurs. On les retrouve aujourd'hui toujours dans la même gare, mais sauf qu'ils sont 43 millions. Donc on a doublé le nombre de voyageurs en l'espace de 90 ans. Et on est toujours dans la même emprise, parce que forcément, les voies ferrées, la ville s'est construite au-dessus, donc de toute façon, on ne peut plus rien changer. On ne peut plus créer des voies nouvelles. Le bâtiment est là, donc on a réinvesti des espaces, des anciens espaces, notamment en 2007 pour la création du TGV, tout l'espace central qui était l'espace bagage qui était utilisé enfin voilà on voyageait dans les années 30 avec des malles, il y a toute une rampe
Il y a des chevaux qui passaient sous le quai transversal avec une fontaine. Enfin, la gare de l'Est, c'est un endroit assez incroyable. Il y avait des élévateurs, et on appelait ça des descenseurs aussi, à bagages qui arrivaient, parce que le voyage se faisait encore à l'époque de façon extrêmement, comment dire, équipée. Voilà, donc 43 530 000 à la base, et toujours ce petit bâtiment de moi ici sur la façade principale. Effectivement, et tout ça c'est fait. On a l'impression que la façade était là au 19e siècle, puisque c'est un prolongement. Donc l'architecte est venu symétriser le pavillon là-bas, Alsace, qu'on appelle Alsace, en faire un pavillon Saint-Martin et créer un corps central dans lequel il y avait un hôtel jusqu'à présent. On est en train d'ailleurs de voir ce qu'on peut remettre dans cet espace. C'est compliqué. Un projet a priori qui ne se fera pas de coworking. Mais cette gare de l'Est, elle est passionnante parce qu'effectivement, dans sa symétrie, dans son vocabulaire, son adaptation, elle était aussi très fugace à un mur en façade et pourtant très visible à l'intérieur où justement on voit l'art déco, les années 30 se révèlent à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est d'ailleurs en 1930, les coupoles étaient en pavé de verre. C'était absolument magnifique cette grande galerie dans laquelle aujourd'hui on a mis des commerces. Et on a refait d'ailleurs pour les Jeux Olympiques les lanterneaux puisqu'ils avaient été remplacés dans les années 60 par du polycarbonate et on a pu les refaire alors dans une écriture contemporaine mais toujours dans ces transformations évidemment avec la vrac sur ces sujets. Donc ça c'était notre type d'extension de gare, la gare de Versailles. Alors c'est à la fois l'histoire à Versailles, elle s'écrit à la fois par soustraction au départ, puisque André Banque fait raser la première gare pour construire celle-ci, mais c'est 1930 aussi, comme la gare de l'Est. Désormais, donc on a travaillé en 2015, et je vais venir là-dessus, sur l'extension de cette gare. André Banque, inscrite au monument historique, donc ça c'est une des rares gares de France qui est vraiment protégée au titre des NH. Cette gare de Versailles-Chantier, vous la voyez ici sur ce petit croquis. Le bâtiment de ventre avec sa passerelle historique. Ça, c'est la gare du Grand Paris qui va arriver bientôt, qui est fait par la Société du Grand Paris. Et donc, en 2015, on a prolongé le bâtiment et créé une deuxième passerelle. Et donc, ça, c'était en 2015. Pour permettre à la gare d'accueillir 19 millions de voyageurs par an, donc il fallait déjà faire un vrai saut, on va dire, capacitaire. Et pour autant, pareil, 10 ans après, 20 ans après le temps de le construire, on aura 20% de voyageurs en plus. Donc, c'est 105 000 voyageurs jour qu'il faudra accueillir dans cette gare. Donc, on va démarrer des travaux bientôt, l'année prochaine. On va créer des grandes galeries latérales, refaire la passerelle de d'interconnexion avec la SGP qui est en train de sortir de terre, et puis également retravailler les accès, les doublements de circulation et des espacades sur la passerelle existante. Donc voilà, c'est toujours là, ici, à Versailles, l'histoire s'écrit plutôt par addition. Par addition, mais pour autant, on travaille sur les pas d'une architecture qui est très forte. Et on reprend, donc ça c'est la galerie de 2015, on reprend les codes du bâtiment d'origine, donc avec une proposition, une galerie extérieure, un cheminement extérieur en béton avec les pavés de verre, et on vient joindre ainsi les deux halls, celui créé en 2015 et celui d'origine. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ces adaptations au flux et ces agrandissements de bâtiments, c'est que ça permet aussi de retravailler. Donc ça, c'est les deux passerelles que l'on refait, la saccade et la passerelle. Mais ça permet aussi, généralement, de financer, ou en tout cas de se faire financer, parce qu'il y a des mises aux normes à faire, du patrimoine. Et on va refaire, alors on ne sait pas là-dessus très bien, mais on va refaire la voûte en pavé de verre. Je vous montrerai une photo intérieure tout à l'heure, et puis ce qu'on appelle l'ancien poste d'aiguillage qui avait été muré. Donc c'est aussi l'occasion de remettre en valeur ce patrimoine, ce genre de travaux, et c'est ça aussi qui est vraiment intéressant. Une autre gare, deux derniers exemples sur ce chapitre flux, la gare Montparnasse, qui est quand même un manifeste.
C'est aujourd'hui la gare Montparnasse, c'est l'emblème des retrouvailles de la ville et du train. Alors c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'au 19e siècle, vous avez cette gare Montparnasse, alors qui est très connue. Je vous ai pas mis l'image, on voit un train qui se projette et qui tombe sur le trottoir. Et donc cette gare du 19e, elle a été démolie dans les années 60 et remplacée par un bâtiment, on va dire, qui est donc, c'est marqué 1985 parce que la photo date de 85, c'est plutôt les années 60, un bâtiment qui est plutôt un bâtiment de bureau. Et donc on était à une époque, en fait, qui raconte un peu que le train ne faisait plus rêver dans les années 60. En fait, on rentrait dans la gare par le rez-de-chaussée, vous voyez, c'est marqué entrée, dans la photo du milieu. Par le rez-de-chaussée, à droite, vous aviez une boutique de chaussures, à gauche, voilà, c'était ça l'entrée dans la gare. Donc, c'était, alors, la gare ici, effectivement, elle n'a pas été construite au même endroit, parce que vous savez qu'elle a été reculée, peut-être, hein, puisque c'est la tour Montparnasse et le centre commercial qui sont à l'emplacement de l'ancienne gare. Et pour autant, c'est symptomatique d'une époque, c'était l'époque où le chemin de fer ne séduisait plus. Et donc, ce qui est assez, c'était vraiment cette entrée dans le rez-de-chaussée, c'était le symbole d'une passion évanouie entre la ville et le chemin de fer, alors que la gare, elle avait été pendant plus de 100 ans l'image du progrès. Et c'était terminé, il y avait l'avion dans les années 60, c'était Orly, c'était tout ça, donc job de fin sur les gares. Très dur. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, et heureusement, en fait, la création et l'arrivée du TGV Atlantique, donc 1989, a offert l'occasion à retrouver ce concept de gare dans le bâtiment emblématique de sa disparition, qui est la gare Montparnasse. À la place des accès subreptices, on a mis en place ce qu'on appelle la porte Océane, que vous apercevez ici. Donc c'est un peu comme la gare du Nord, c'est-à-dire que la façade, puis il y a la halle derrière, là c'est pareil, c'est la façade, c'est la porte, généralement, la porte d'entrée de la ville. Et donc, et en plus, cette porte, elle met en scène les flux, elle met en scène les escaliers, elle met en scène les gens qui rentrent dans la gare. C'est la porte qui accueille les voyageurs. Donc voilà, ça a été l'occasion de faire renaître cette gare. Et puis c'est vrai qu'on l'a transformée encore beaucoup il y a très peu de temps, il y a à peu près 4 à 5 ans, parce que c'est vrai que tous les 20 à 30 ans, il faut généralement transformer de façon significative les gares. Et on a aussi repris toute la façade et réouvert, on va dire, cette gare sur la ville, puisqu'elle était très introvertie dans les années 90. Voilà. Et je terminerai peut-être cette partie sur cette image qui est donc, comme je vous ai tout à l'heure, les mouvements façonnent nos gares. Donc, nous, on travaille avec le mouvement, et puis travailler avec le mouvement, c'est pas facile, hein, parce que justement, il faut dimensionner des espaces. Et un espace public, c'est difficile à dimensionner. On dit un bureau, il faut 12 mètres carrés, 15 mètres carrés. Là, on fait un programme. Les espaces de hall, les flux, les espaces de circulation, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il faut que ça fonctionne. Il faut que ce soit fluide. Et ça, c'est pas simple de juste mettre ça en mètres carrés. Vous avez sans doute tous vu, moi j'en connais une à Paris, je peux en parler, c'est le métro à Saint-Lazare. Moi je trouve qu'il marche pas bien, le métro ligne 14. Les gens se croisent sans arrêt, cisaillent. C'est pas forcément un problème de taille, c'est un problème de fonctionnement et de sectionnement, on va dire, des flux. Donc, on travaille beaucoup avec les équipes d'AREP. Alors, chez AREP, vous avez des spécialistes des flux, des ingénieurs qui font des modélisations. Donc, vous avez ici, c'est la gare de Rennes qu'on a réhabilitée il y a 7 ans. Vous avez ici donc le souterrain, les quais, donc les 3 niveaux, et puis le niveau supérieur. On voit en rouge les zones de frottement, et donc on teste. Alors à la fois on teste les existants, parce qu'on travaille beaucoup sur l'existant, mais on teste aussi les projets. On fait les paramètres en fonction justement des types de flux, des encombrements potentiels. Donc les flux du quotidien, on les paramètre pas de la même façon que les flux, comme je disais tout à l'heure, les flux des voyageurs, on va dire plus occasionnels. Et donc ça, c'est une façon de vérifier que ça va marcher. Et ça aussi, on l'utilise pour le phasage.
pour mettre en service les gares, il faut, je vous disais tout à l'heure, un phasage particulier. On peut livrer une partie, ensuite on met l'autre en travaux, mais il faut continuer à accueillir les voyageurs pendant les travaux. Il faut aussi que les phases provisoires fonctionnent. Et ça aussi, généralement, on le simule, enfin, sur les projets complexes, évidemment, on a les plus simples, mais on le simule en flou. Donc, sur l'image de droite, vous voyez la gare de Rennes qu'on a profondément transformée. On peut voir le nouvel espace qu'on a ajouté, là, avec ces grands arbres en bois et son ETFE en toiture. Hein, donc, c'est une structure gonflée, on va dire, que vous apercevez, ces grands nuages horizontaux. On aperçoit d'ailleurs au-delà la gare des années, on va dire 80, qui est toujours là, la gare Thon, à Rennes. Et puis on voit aussi un vestige de la façade historique qui était encore en place. Voilà, c'est concevoir, c'est modifier, c'est partir de ce qui existe et en même temps mettre en cohérence tout cet ensemble. Et en l'occurrence ici, nous, ce qu'on fait beaucoup dans les gares, c'est mettre en visibilité et en compréhension les circulations. Et ça, c'est quelque chose d'important. La cinétique, c'est important. C'est généralement assez grand. On fait des grandes cinétiques. Mais l'espace intuitif, c'est quand même déjà l'assurance d'une gare qui fonctionne. Je vais continuer sur ce deuxième thème sur l'architecture en mouvement. Donc, l'architecture en mouvement, c'est la façon dont l'histoire des lieux se constitue depuis des millénaires par l'accumulation. Donc là, c'est une belle vue de la gare du Dôme de Hittorf. Accumulation, sédimentation, transformation. À chaque fois, l'histoire et le patrimoine informent, ils guident nos travail, évidemment tant au moment de la conception que de l'exécution. L'histoire et la géographie nourrissent forcément tous nos projets et nourrissent les solutions que nous apportons à l'usage et au fonctionnement qu'on va mettre en place. On compose avec l'existant, beaucoup avec des édifices protégés, hein, donc parfois au titre d'EMH, des bâtiments labellisés. En Île-de-France, on a beaucoup de labels de la région Île-de-France aussi. Je voulais vous montrer cette image de la gare Saint-Lazare, qui est donc la première gare Saint-Lazare dans Paris. On a l'impression qu'on est à Paris. Elle était d'ailleurs de l'autre côté, elle tourne le dos à là où elle est aujourd'hui. Elle était côté Pont de l'Europe, pour ceux qui connaissent peut-être. Et moi, je l'aime bien cette photo parce qu'en plus, elle est très simple. Un tout petit bâtiment, des grandes rampes d'accès. On pourrait être dans une gare TGV presque. Mm-hmm. C'est vraiment ça, parce que vous connaissez Champagne, Belfort, Besançon. Voilà, donc les grandes rampes d'accès. C'est la plus ancienne. C'est un embarcadère. À l'époque, les gares s'appelaient des embarcadères. Alfred Armand, 1837. Après, c'est la gare de Versailles-Rive-Droite de Nîmes, 1840. Voilà. En tout cas, celle-ci, c'est la plus ancienne. Et je voulais vous montrer cette petite chronologie qui a été faite justement par les équipes patrimoine d'AREP, qui montre la gare, celle que je vous montre à l'instant. Hein. Donc, vous voyez que le petit bâtiment en anse de panier là-haut, avec ses rampes, donc 1837, et puis petit à petit, donc l'agrandissement du bâtiment, le quartier qui tout autour aussi va venir resserrer son emprise, la place de l'Europe qui va être créée en 1867, et puis ensuite le bâtiment va continuer à évoluer, à se construire avec la gare de Lich, avec l'hôtel devant, juste de Lich, pardon, et les grandes halles voyageurs qui ont à peu près cet aspect aujourd'hui. D'ailleurs, donc ça c'est aujourd'hui l'infrastructure ferroviaire, elle est contrainte comme les bâtiments voyageurs, donc de toute façon on travaille sur la base de cet existant. Et cette gare aujourd'hui, elle forme un îlot urbain à forte valeur ajoutée. C'est un îlot complet avec sa grande halle voyageur. D'ailleurs, un des nœuds au cerveau qu'on se fait en ce moment, c'est comment on les réhabilite, ces halles. Où est-ce qu'on trouve l'argent pour les réhabiliter? Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de subvention pour la SNCF, c'est un sujet. Mais donc on a un projet aujourd'hui qui a été accepté par la DRAC, par l'ABF, avec qui on travaille, pour les solariser. Alors c'est pas ça qui va faire le modèle économique, je vous rassure, hein, mais c'est quand même intéressant de voir qu'à Paris, aujourd'hui, en tout cas, il y a vraiment un changement de posture. On a réhabilité la gare d'Austerlitz par la Grande Halle il y a quelques années. Ça n'aurait
pas été envisagé. Donc c'est assez intéressant et c'est vrai que j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est une façon aussi de travailler le patrimoine, c'est aussi une façon de le protéger parce que il y a évidemment du panneau solaire qui sera parfaitement intégré, hein, il n'y aura pas des patchs, je vous rassure, ça c'est bien justement le travail, hein, c'est les conditions de mise en œuvre, évidemment c'est un travail fin à réaliser, mais c'est aussi sur les parties vitrées, c'est mettre du photovoltaïque qui va tamiser la lumière, qui va réduire les apports solaires. Donc ça aussi, ça prend tout son sens. Donc pour l'instant, simplement la gare qu'on a réhabilitée en 2010, où on a fait rentrer la lumière en perçant sur 3 niveaux la salle n'est pas perdue. Certains voyageurs à l'époque se posaient même la question, demandaient comment on a fait remonter le métro. Mais non, on a juste fait descendre la lumière et c'est ça qui marche bien aujourd'hui, avec un système d'escalier très simple, tout en préservant, on va dire, l'intégrité du bâtiment, en rendant l'espace lisible, en respectant, on va dire, le travail la cohérence du bâtiment d'origine. On a prolongé cette histoire, l'histoire de ce bâtiment, et l'idée était effectivement, c'est à la fois des travaux colossaux parce que la gare Saint-Lazare, c'est 450 000 voyageurs par jour. Donc c'est des travaux avec 450 000 voyageurs par jour. Donc c'est déjà ça, le travail colossal, c'est déjà faire passer les gens. Et puis évidemment, c'est des reprises en sous-œuvre, c'est des travaux techniques. Et voilà, aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, cette complexité, elle se lit pas. Et ça paraît très simple. Ça, je voulais vous parler, donc ça, c'est la halle vélo de la gare du Nord, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, la gare du Nord, de toute façon, je vous le disais tout à l'heure, c'est une façade, une porte très fine, et puis un ensemble de grandes halles, dont la grande halle centrale qui est si caractéristique, qu'on voyait tout à l'heure en intérieur. Et la de 2000, tout à l'heure, vous voyez de l'intérieur, qui est Passerelle Mondiale, celle-ci, de Marjo-Marie. Et on a, pour les Jeux Olympiques, créé une halle vélo, puisqu'on avait besoin, effectivement, de pouvoir inviter 1200 vélos. Aujourd'hui, elle n'est pas franchement très pleine, mais pareil, on construit toujours pour l'avenir. Et là aussi, on a pu proposer aux ABF, alors évidemment, on est resté dans la typologie, on est exactement sur le gabarit de celle de 2000, etc. Mais la gare du Nord, c'est on va dire, une succession de halles. Donc, on est resté dans cette thématique, mais par contre, on a une halle entièrement solaire. Donc, c'est du vitrage solaire, hein, puisque là, c'est une halle vélo, donc on n'a pas besoin d'être étanche, hein, donc c'est relativement étanche quand même, mais donc c'est une halle solaire, et ça aussi, ça a été vu avec les architectes des bâtiments de France, notamment ici. Donc ça aussi, côté de la gare du Nord, c'était pas gagné. Donc voilà, on a aussi un autre projet actuellement d'agrandissement de la gare. On va créer un nouveau bâtiment ici à la place des cheminées des enfumages, toujours sur cette typologie de halle, et agrandir le terminal Eurostar. Donc voilà, on vient de finir celui-là, on est déjà en étude, on a déposé le permis qu'on a eu et on démarre les travaux à la fin de l'année prochaine. C'est ça les gars, ça continue sans arrêt. Les plans d'existence sont les plans de projet de la dernière fois, en fait. Il faut changer de cartouche. Un peu plus généralement, parce qu'il faut les exploitants, mais voilà. Et petite anecdote sur cette gare. On a réemployé les vitraux de Beaubourg. Vous savez, les tubes qui contiennent les escaliers mécaniques de Beaubourg, qui ont été déposés et échangés. Et donc, on a eu l'opportunité de les réemployer. C'est Raphaël Lénard qui connaissait le placement de ces stocks. Et donc, bon, alors, ceci dit, le réemploi, c'est l'avenir. C'est compliqué. Pendant le chantier, on a failli faire une couverture provisoire parce qu'on n'avait pas la taxe. Bon, ça, c'est un peu décourageant. Pour autant, il y a des choses à réemployer aujourd'hui dans des projets. Je pense que vous en parlez beaucoup à l'école, qui sont beaucoup plus simples que des systèmes qui vont, on va dire, tenir, qui vont devoir avoir une structure, en tout cas, ou jouer le rôle de structure. Il y a beaucoup de réemploi possible avec des matériaux parlants, des matériaux sanitaires, des matériaux d'agencement. Voilà. D'ailleurs, la bulle d'accueil de la halle vélo aussi est à l'intérieur, est en matériaux de réemploi. Voilà, donc c'est le lanterneau en verre de Beaubourg qui est arrivé sur la gare du Nord. Alors,
ces restaurations, c'est toujours intéressant parce que ça montre en fait que on a parfois des confrontations. Alors là, c'est pas une confrontation qu'on a proposée nous, hein, évidemment, elle était déjà là. Mais quand on a enlevé le plafond de la gare des Invalides, de la gare du RER des Invalides, on avait retrouvé des colonnes en fonte qui existaient encore. Il y avait eu des reprises en sous-œuvre faites dans les années en 79, création du RERC. Et donc, voilà, on a retrouvé les structures dessous, les immenses poutres, etc. Mais en même temps, cette confrontation, elle est intéressante. Elle raconte deux époques. Elle a le mérite, on va dire, de sa clarté. Il y a d'autres confrontations aussi, peut-être plus élégantes cette fois-ci. L'extension de la gare de Marseille, dans réalisé donc de façon façon palais, on va dire, de façon grand palais sur cette butte de Marseille en haut des escaliers, donc c'est la halle honorable comme on l'appelle, avec cette pierre, donc cette pierre très contrainte, donc en restant dans le matériau, en restant dans les rythmes, mais en étant quand même en rupture, tout en gardant certains des codes et des matériaux. Ça, c'est un projet auquel je suis très attachée parce que c'était une difficulté assez compliquée. On a un problème de qualité de l'air. Alors, vous avez un problème de qualité de l'air, donc c'est intéressant de vous expliquer parce que vous avez beaucoup de l'air. Pouvez-vous parler un tout petit peu plus fort? Oui. Je suis désolée, je parle pas assez fort. Peut-être qu'on peut augmenter, mais je peux essayer. Je vais essayer. En tout cas, n'hésitez pas à me le redire. Donc, c'est ça, Michel Notre-Dame. Forcément, ça passionne. Et donc, on avait un problème technique. Donc, quand on travaille dans une agence d'archi, on a toujours, on travaille avec beaucoup de bureaux d'études, dont des bureaux d'études internes, et on avait un problème de qualité de l'air. Et donc, il y avait une belle solution technique mise au point. Et moi, je me suis dit, mais pas possible. Ouvrons la fenêtre. On a un problème de qualité de l'air. La gare avait été murée, on va dire, avant les années 30, sans doute de façon consécutive à la crue de 1910. On va pas l'oublier. Mais c'est quand même, voilà, ça pose question. Donc, n'hésitez pas, en tout cas dans votre pratique, à mettre toujours du bon sens, parce que parfois on a des super solutions techniques et ça peut être, voilà, ça peut, alors elles sont très bien, mais c'est dommage de passer à côté de solutions qui ont plus qu'un seul avantage. Et je reviendrai tout à l'heure sur la qualité. Mais l'idée, c'est de poursuivre l'histoire d'un site ici en partant des faits marquants de l'histoire et finalement en réouvrant ces baies. Alors on verra qu'on n'y est pas arrivé facilement. Ça posait plein de contraintes et heureusement que nos bureaux d'études justement sont avec nous. Donc voilà, je précise. S'il y a des bureaux d'études dans la salle, n'hésitez pas. Alors, et c'est aussi l'occasion, quand on travaille sur ces projets, de remettre à jour les traces historiques. Donc ça, par exemple, c'est les dessins, mais on a retrouvé les faïences de la gare derrière certains décors des années 70 qu'on a pu remettre à jour. Et voilà, on voit que ces gares, elles se sont construites sur elles-mêmes, elles ont été modifiées, et on a comme ça plusieurs couches qui se superposent. Alors, au service de l'humain, parce que pourquoi on fait tout ça en fait? On transforme tout ça pour les gens, pour l'humain, pour le bien-être, pour son bien-être. Donc, on doit adapter et atténuer, en tenant compte bien évidemment du changement qui s'opère autour de nous, en particulier le changement d'usage. Je le disais tout à l'heure, on ne voyage plus aujourd'hui comme on voyageait avant, mais aussi, par exemple, du changement climatique. Ça aussi qui se pose dans nos gares comme il se pose partout aujourd'hui. Et ce travail, effectivement, il a du sens que quand on modifie une gare, que s'il l'enrichit, s'il crée une valeur susceptible d'offrir plus de bien-être à ceux qui le fréquentent. C'est ça notre responsabilité. Je pense que c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. C'est à quoi ça sert et qu'est-ce que j'offre comme bien-être supplémentaire. Ça, c'est la gare de Rennes dans laquelle d'ailleurs on vient d'installer des ventilateurs que vous apercevez parce qu'on n'avait pas tout fait cette partie de la gare des années 80. Elle avait juste remis un peu de peinture quand on a créé toute l'extension et on avait des problèmes de chaleur. Donc là aussi, on a fait des simulations
On a des ingénieurs chez AREP qui font des simulations thermiques dynamiques. C'est un travail très très précieux justement pour se projeter et anticiper ces difficultés. Alors, on travaille aussi, par exemple, on fait avec eux des analyses de potentiel solaire par thermographie, à la fois pour voir ce qui est intéressant et rentable comme surface à solariser, mais aussi quelles surfaces protéger, quelles sont les surfaces qui prennent le plus de rayons solaires. Donc, gare du Nord, gare de Lyon, pardon, gare de l'Est, ici, sur ces images. Alors, pour adapter les gares et atténuer cette chaleur, c'est aussi l'occasion de revenir au parvis planté. Je pense que une gare qui était très, comment dire, la première presque du lot, ça a été la gare de Strasbourg, où lorsqu'on a fait les travaux de la gare, donc pour le TGV Est, en 2008-2007, on a remis, alors c'est les travaux de la ville, hein, mais on a remis le grand parc paysager qu'il y avait devant la gare. Peut-être que vous ne vous en souvenez pas pour certains d'entre vous, mais avant, il y avait un grand parvis minéral avec du verre au sol pour la galerie à l'envers. Donc, remettre aussi les végétaux, faire des abris, faire des parvis abrités, ça prend tout son sens. Ça a pris tout son sens pendant la période Covid, où ça fait aussi les gens à l'extérieur, plutôt qu'à l'intérieur des gares, par moment, dans certaines gares. Et ça prend aussi son sens pour attendre à l'extérieur, pour protéger aussi les bâtiments, pour avoir une attente confortable à l'extérieur. Donc ça, c'est la gare d'Avignon, dont on vient de refaire le parvis avec toute une pente paysager. C'est aussi une petite gare, la gare d'Histoire, où on a retravaillé complètement le parvis, parce que donner du confort à l'homme, c'est aussi remettre l'humain au centre, le piéton au centre, dans un parvis de mobilité douce, pour pouvoir se promener de façon apaisée, sécurisée, voilà. Donc et les transports, on va dire les autres transports viennent juste tangenter ce plateau. Je reviens un petit peu ici sur le bien-être qu'on va amener, donc le bien-être psychologique aussi, parce qu'on a parlé tout à l'heure du bien-être physiologique, avec la chaleur, je crois. Mais psychologique, je voulais en parler parce que les deux sujets, vous êtes sur cette diapo, il y a le premier qui est la lumière. C'est quand on a ouvert la fenêtre, on a fait rentrer la lumière. Et avant, vous étiez dans une gare souterraine, vous saviez pas où vous étiez, vous savez pas que vous étiez au bord de la Seine, vous voyez pas d'ailleurs Notre-Dame. Et là, à nouveau, on sait se repérer, on sait à quelle hauteur on est par rapport à la surface aussi, parce que ça, c'est toujours un peu angoissant dans certaines gares. Et c'est essentiel, c'est pas très compliqué, enfin, c'est pas très compliqué a priori. Mais voilà, on a réouvert les fenêtres, et donc on a ramené la lumière à l'intérieur. Et un espace bien éclairé, un espace clair, lisible, où la lumière naturelle pénètre, c'est une gare sereine et sécurisante pour le voyageur. Et voilà, donc peut-être sur cette partie, pour revenir juste un instant, d'ailleurs AREP a eu le grand prix de l'ingénierie là-dessus, mais en fait quand on a ouvert les baies, on avait plusieurs problèmes. Il fallait pas laisser rentrer l'eau, au-delà de la ligne de crue de 1910, parce que depuis il y a des adaptations qui ont été faites, rassurez-vous, sur Paris, pour ne pas retrouver cette situation, mais quand même ça reste la base. Ça faisait rentrer la lumière, ça c'était génial, sauf que ça faisait sortir le bruit. Et le bruit du freinage des trains, le bruit des annonces sonores qui commencent à 5h30 du matin avec les riverains. Ça marche pas trop aussi, parce qu'en plus les riverains, juste en face, ils sont pas faciles. Donc c'était ça aussi, il y avait le désenfumage, il fallait garder quand même l'équilibre du désenfumage, hein. Donc quand on crée des ouvertures, ça crée des courants d'air, des échappatoires, etc. Donc là aussi, l'équipe d'AREP a fait une simulation thermodynamique pour voir comment se répartissaient les fumées. Donc, il a fallu trouver un système qui préserve, qui laisse à la fois sortir, empêche de rentrer. Et donc, c'est ça qui a fait l'objet. Donc, on a des verres qui sont pas toute hauteur. On a une inclinaison aussi pour faire en sorte que le bruit tape au-dessus avant de sortir. Enfin voilà, il y a tout un mécanisme assez intelligent qui a été fait
et qui nous a permis de finalement réussir ce point-là. Le bien-être psychologique, c'est aussi le confort acoustique. Là, on est à Versailles. Le confort acoustique, c'est celle-là, la barrière qu'on va refaire. Elle n'est pas encore refaite sur cette image. Mais le confort acoustique, donc c'est pouvoir avoir des annonces audibles, une chaîne d'information cohérente et claire, ne pas être agressé par un grésillement dans lequel on comprend rien et qui nous fait paniquer. C'est très simple, mais c'est ça aussi. Salle des fraises que je voulais mis aussi parce que, en fait, on voit pas qu'on a mis du traitement acoustique, sauf que tous les plafonds, la partie centrale des plafonds, quand on regarde bien, si on a un œil un peu aguerri, comme vous et moi, on le verra, mais globalement, ça passe. Voilà, c'est pas... À Versailles, c'est les éléments verts, c'est un peu plus visible, mais on s'est amusé à reprendre d'ailleurs, puisque la verrière d'origine, elle venait jusque-là. On a repris comme ça, thématique, un outil qu'on réinterprète. Mais voilà, donc, le travail de l'acoustique aussi dans les gares, il est essentiel. Retrouver la lumière naturelle, restaurer, là c'est la grande barrière d'Austerlitz, hein, donc je vous avoue que sans doute il faut qu'on regarde des sujets de protection solaire, parce qu'on a retrouvé la lumière naturelle, c'est bien, ça va marcher encore pendant 10 ans, mais sans doute on n'a pas suffisamment anticipé il y a 10 ans quand on a fait les études de ce projet, les thématiques que l'on va avoir, notamment en période estivale. Surtout que là, on est en train d'installer beaucoup de services et de commerce. Je ne sais pas si vous connaissez le projet Villemot, fait un dirigeable au milieu du bâtiment. Voilà, donc, il y aura potentiellement des émissions de chaleur. Voilà, mais retrouver les lumières naturelles et réhabiliter, remettre aux normes en conservant l'élégance et la finesse des structures. Et ça aussi, voilà, c'est respecter le DTU et en même temps garder l'image. Là, c'est Gare de l'Est, donc c'est la partie des bagages avant qu'on a retrouvé une première architecturale du milieu du XXe siècle avec le béton armé, avec le désenfumage qui a fallu intégrer là-dedans. On a enlevé, elle avait été complètement opacifiée. Je vous parlais tout à l'heure des gares Saint-Lazare, mais c'est aujourd'hui on termine le chantier de la gare d'Angoulême, de la grande halle d'Angoulême, que l'on a solarisée. Ça a été l'occasion de créer de la valeur et l'opportunité de restaurer, parce que sinon ces gares-là, à Angoulême, je pense que ça passionnait pas grand monde, donc on avait du polycarbonate qui avait 40 ans, voilà. Donc c'est intéressant. Après il y a un ABF dans le secteur, donc il y a un gros travail qui a été fait sur la trame, sur la composition qui a été vu avec lui évidemment. Je pense qu'on a un résultat assez intéressant, qui est d'ailleurs en partie assez opaque. Alors, il y a des parties très transparentes, je ne les ai pas là sur la photo, puis il y a des parties beaucoup plus opaques. On voit bien les cellules. Voilà. Ça c'est la restauration de la gare d'Angoulême pour adapter. Et je vais juste finir sur réduire notre impact carbone, en utilisant plus de matériaux biosourcés. Ça aussi, j'imagine que vous êtes bien sensibilisés à tout ça. Ça, c'est la gare de Lorient. C'est un petit détail. Après, c'est un vocabulaire différent. La gare du Nord, qu'on voyait tout à l'heure, la halle Francilien, elle est aussi en bois. Je le vois moins parce que c'est un bois blanc, mais un bois grisé. Parfois, on est plus démonstratif dans ce que représente le bois. Ça, c'est le projet qu'on démarre en chantier, là. Il a démarré il y a une semaine. Gare de Lyon, rue de Bercy. Donc, c'est travailler avec une nouvelle matérialité qui s'invite à la fois en façade et en sous-face de cette courtive faite par Arèche, d'ailleurs, dans cette partie-là. Donc, c'est un projet intéressant parce qu'on a réhabillé de bois la surface béton, qui est un peu, donc avec beaucoup de bois doré en bois. Et on a surtout enlevé les garde-corps, qui sont des infrastructures routières. Et d'ailleurs, ça a posé problème aux amis du Vieux-Paris, parce que c'était des garde-corps d'Arèche. Mais en même temps, nous, on avait besoin de les déposer parce qu'on voulait enlever du poids de la dalle. Et quand on enlève du poids, on peut mettre de la terre. Et quand on peut mettre de la terre, on peut mettre des arbres et on peut mettre de la végétation. Et en plus, cette végétation, avec un garde-corps beaucoup plus transparent, on la voit aussi depuis la rue et la rue de Bercy. Elle en a besoin. Voilà.
Donc des petites anecdotes. Cette nouvelle matérialité plus démonstrative qui réinterprète la typologie de halle. Ça, c'est une vue intérieure de la halle vélo. Donc, vous voyez qu'elle est en métal, en bois, et on voit un peu les panneaux photovoltaïques. On voit que c'est transparent. Ça, alors, c'est un diagramme, c'est un centre matière. Je sais pas si vous voyez ça à l'école, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, bien sûr, il faut s'attaquer aux matériaux et regarder les moins émissifs en carbone. Mais ce qu'on voit, alors je ne vais pas vous détailler, hein, mais la halle, il y a une partie visible, une partie invisible. Et en fait, il y a une partie invisible qui représente quand même pas mal dans le bilan carbone. Et donc, il ne faut pas sous-estimer le sujet des fondations, des longs greens sur lesquels on peut être très systématique, on va dire, dans les solutions et peut-être re-questionner des méthodes plus anciennes qui étaient beaucoup moins émissives. Voilà. Donc, diagramme de Sankey, je pense que c'est celui de la vélo. Pardon, excusez-moi. Et je vais presque finir sur ces deux dernières images, enfin, ça va peut-être plus, mais construire, déconstruire, déplacer, ça c'est la gare de Lille. Alors je vous disais tout à l'heure, réutiliser rue de Bercy, réutiliser du bois de parquet, du bois, réutiliser les lanterneaux de la halle vélo de Gare du Nord, enfin de Beaubourg, pardon, sur la vélo de Gare du Nord. Ça c'est la gare de Lille, de Flandre. Et en fait, la gare de Lille, de Flandre, c'est la gare du Nord. C'est la gare du Nord d'avant la gare d'Iton. Et en fait, on voit qu'elle était comme ça, la gare du Nord en 1846. Alors un jour, il a fallu l'agrandir, donc elle a été démontée pierre par pierre, montée dans un train et livrée à Lille. Sauf que les Lillois, ils n'avaient pas envie d'avoir les rebuts de Paris. Hein. Je pense que Strasbourg en a fait pareil. Donc ils ont exigé qu'on la rehausse, d'où le petit... Moi d'ailleurs, je trouve que c'est pas le truc le mieux, mais d'où l'ajout de cet étage et une travée supplémentaire pour lui donner ce système de symétrie. On a pas mal de gares de cette typologie. Gare du Nord 1846, c'est aussi la gare de Versailles rive droite qui est aussi comme ça. On en a quelques-unes par ailleurs. Voilà. Et donc la gare de Lille-Flandre, vous l'avez en bas. Voilà. Donc ça, c'est quand même l'apogée du réemploi. Sauf qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on les mettrait pas forcément sur des trains. C'est très compliqué. On essaye de faire de livrer avec les trains les matériaux quand on fait des gares. Alors, on n'y arrive pas. Ça coûte plus cher que par la route. C'est un peu frustrant, je dois dire, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc ça, c'était un petit exemple. Et je vais finir alors sur la gare de Meuse, puisqu'on avait dit qu'on en parlait aujourd'hui. Et puis, travailler sur le patrimoine, je trouve ça extraordinaire, mais il y a un autre patrimoine qui est extraordinaire, qui est le patrimoine naturel, et qui demande peut-être une autre pratique, mais qui demande une tout aussi importante attention, surtout quand nous, on intervient, c'est que généralement, il y a eu un sillon ferroviaire qui généralement a été assez direct. Ouais. Voilà. Devoir de réserve. Donc ici, on est à Meuse. La gare, elle s'inscrit dans un paysage naturel. On est, on va dire, au milieu d'un paysage faiblement vallonné, au milieu des champs et des bois. Cette gare, elle est intéressante parce qu'elle a, donc on la voit, on l'aperçoit, elle est toute petite par rapport à la longueur du ciel. Je sais pas si vous voyez, la gare est énorme. C'est petite, ça c'est des escaliers qui descendent dans le souterrain. Parce que la gare passe la route également. Et en fait, la gare, elle affiche une ruralité revendiquée par sa forme et par ses matériaux. Avec une couverture en talaillon, qui est une technique ancienne de tuiles de bois. Et donc, l'idée, au départ, c'était de reprendre... un petit peu, je suis désolée, l'image de rêve, je l'ai pris d'un film, elle est pas très, un peu floue. Mais c'était vraiment ça l'idée, c'était ces toits comme ça, ces toits qui sont les uns contre les autres, et cette figure du clocher, la silhouette d'un village meusien visible, comme un de ceux qu'on aperçoit depuis la gare. Et donc, ces mouvements de toits qui se prolongent parfois jusqu'au sol. Donc c'est ceci qu'on a essayé de retrouver avec des petites recherches formelles qui se compagnent.
avec son grand, alors le campanile est en tuile, de chêne. Les parties plus horizontales, c'est des tuiles d'épicéa. Et cette grande toiture, elle se prolonge en auvent à l'extérieur, voilà. Et elle est plus fermée évidemment côté sud, avec des écrans minéraux, et très ouverte côté voie. Très ouverte côté voie, la façade nord qui est vitrée, elle projette directement l'homme dans le voyage. On voit cette gare, cette petite gare avec sa forme de toiture irrégulière, avec des pans irréguliers. C'est l'idée du groupe, le groupe un peu autour de l'église qu'on a voulu reprendre ici. En tout cas, c'est vraiment l'emblème du bois. Et ce qui est très important aussi pour nous, c'était de créer un intérieur chaleureux et à l'intérieur avoir, à l'intérieur de ce signal, finalement, un peu l'impression d'avoir une lumière tamisée, un peu comme quand on est dans une forêt. D'où ce grand espace central avec ces 6 grumes de bois écorcés, qui font à peu près 16 mètres, je crois, pour le plus grand. Et puis on a travaillé sur également ces lames de bois et des éléments inox pour refléter la lumière et pour retrouver comme ça cette lumière diffuse et faire un intérieur dans lequel on se sente bien dans cette gare de Meuse où peut-être l'été est très chaud mais l'hiver assez rude. Voilà, donc c'était un petit peu ce projet très simple qu'on a voulu faire. On a eu cette opportunité. Et je voulais terminer sur cette image. Une citation de Jean-Marie Tilleul qui disait que la gare de Meuse était une ode au bois, rédigée avec une écriture tournée vers la célébration de ce matériau noble et durable, figurant dans les tout premiers rangs des savoir-faire de l'économie locale, et c'est ça qui avait été beaucoup porté par la région à l'époque, mais également vers l'évocation des paysages meusiens alentours qui ponctuent le grand paysage. Donc on voit ici effectivement encore un autre village, petit croquis d'origine, et puis voilà la façon dont elle est reprise par-dessus. Voilà, j'en ai terminé là, et si vous voulez, je suis toute oui pour vos questions éventuelles. N'hésitez pas, surtout. Je vous en prie. Il faut se lancer, mais il y a quelques minutes, effectivement, on peut changer, se poser des questions, poser des questions librement. J'ai peut-être été trop longue, c'est ça. Non, pas du tout, c'était très, très stimulant et je trouvais que, en même temps, tu présentes les choses d'une manière que on pourrait presque croire que c'est facile et en même temps, tu soulignes bien toutes les complexités et les difficultés. Et bien que l'exemple, effectivement, de la négociation autour de ce garde-corps de Harech, ce qui permet de faire en enlevant et en même temps qu'il y a aussi des gens qui défendent sa valeur en tant que patrimoine, montre bien que cette histoire, elle est pas si simple et qu'elle se dissocie avec des controverses sur des tensions. Ouais. Et je me posais la question aussi d'un autre facteur qui a pas tellement été mentionné, mais dont on sent qu'il est présent dans certaines, en tout cas des grandes gares, c'est tout l'aspect, je dirais, commercial. Parce que certaines de ces gares, c'est sur les parties avant, c'est presque des centres commerciaux. D'ailleurs, c'est un sujet, les commerces dans les gares, parce que à la fois, les gares, c'est pas un centre commercial, donc il faut que le commerce soit attractif, visible, rentable évidemment. Moi, franchement, on ne connaît pas beaucoup de trottoirs, y compris à Paris, qui ont autant de flux en une journée que certaines de nos gares. Mais il faut que la signalétique de la gare et la compréhension des espaces de la gare dominent par rapport au commerce. Ça, c'est un travail fin qu'on fait avec alors nous, on fait ce qu'on appelle des cahiers des prescriptions techniques architecturales. Les commerces rentrent dans un moule. Donc, vous voyez tout à l'heure Saint-Lazare. J'ai pas mis de photo intérieure de Montparnasse, mais pareil. Les commerces, ils rentrent dans une trame, un type de façade, une enseigne. Là, il y a un cauchemar qui vient d'être fait, Gare de l'Est, que j'ai découvert. Je sais pas pourquoi il n'est pas passé par mon bureau. Je vous laisserai le découvrir. On fera à moi. Voilà. Donc, ça va être l'occasion de remettre à jour ces cahiers des charges et puis de rappeler que
Bien sûr, chacun doit exprimer sa marque, ça, t'as bien compris. Pour autant, l'architecture, d'ailleurs, les accords qu'on peut avoir aussi avec les architectes des bâtiments de France, hein, parce que Gare de l'Est, certains espaces sont d'anciens espaces publics. Ils ont accepté qu'on fasse des commerces à l'intérieur, parce que cet espace avait plus vraiment son rôle, puisque on a déplacé les circulations verticales au cœur de la gare. Donc on a négocié les choses, et aujourd'hui c'est vrai que c'est important qu'il y ait des documents administratifs qui cadrent chacun de ces acteurs qui sont très multiples. Donc chez Gare et Connexion, il y a une filiale qui s'appelle Retail et Connexion qui gère les commerces et qui commercialise. Donc c'est pour ça que les architectes font des cahiers des charges techniques, enfin les architectes et les ingénieurs, parce que technique et architecture. Effectivement, les commerces, c'est un bon sujet. Et en même temps, c'est ce qui nous permet quand même aussi d'entretenir le patrimoine. Donc le commerce, voilà, il en faut. Personnellement, à titre personnel, quand je vais voyage, je suis très contente de trouver du commerce dans les gares pour acheter un truc à manger, pour ramener un petit cadeau, voilà. Je pense que c'est nécessaire. Mais voilà, donc c'est pas vulgaire le commerce, mais il faut que l'information voyageur domine. C'est ça, la compréhension des espaces. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Bien sûr, la cinétique, c'est génial, mais la compréhension des espaces, c'est la base. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourquoi c'est si long quand il y a des travaux? Par exemple, la gare, par exemple, j'ai l'impression que ça fait 3-4 ans qu'on fait pratiquement les commerces. Je trouve ça incroyable dans nous pour juste faire des cellules commerciales. Gare de l'Est, on a les travaux pour accueillir le CDG Express. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que c'est en travaux, le sauterelle de la gare de l'Est. C'est vrai que le CDG Express, Un truc comme ça. Bon, alors le CDG Express, il va finir l'infrastructure actuelle. Mais on va commencer très très tôt finalement le côté gare, avec la partie infrastructure, etc. ouais. Alors Strasbourg, je saurais pas dire pourquoi c'est si long, parce que Ça fait des années. ce qui est long, c'est le phasage. C'est effectivement, vous devez conserver des espaces publics. Alors, quand on refait que des commerces, c'est différent, mais quand on refait un espace public, il faut le refaire, le fermer, et on peut pas fermer la totalité, donc on fait ça par tranche, par tiers, de nuit, etc. Les travaux aussi qui sont en interface avec les voies ferrées nécessitent des interruptions de circulation. Donc pareil, on peut travailler la nuit que 4 heures généralement, parce que les trains ne s'arrêtent pas beaucoup. Hein. Quand on coupe le courant pendant 4 heures, donc ça fait autant de jours, enfin plutôt de nuits supplémentaires. Gare de l'Est, il y a eu beaucoup d'aléas sur les abris. On n'a pas imaginé trouver des abris dans cet état. Comme ils étaient inscrits, ça a été un peu compliqué. Mais après, je suis d'accord avec vous, ils ont lancé les travaux beaucoup trop tôt. Parce que de toute façon, là, il y a encore l'installation des kiosques. On vient de choisir le projet qui fait ce kiosque dans l'appartement. Voilà. Mais on est en train de faire en même temps, alors c'est aussi pour ça que c'est en chantier, le lien bipôle qui va liaisonner la gare du Nord et la gare de l'Est. Voilà, donc c'est vrai que c'est aussi ça, cette impression que c'est long, c'est peut-être aussi qu'un chantier chasse l'autre. Oui, c'est ça. Enfin, il y a le phasage, le chantier qui chasse l'autre, la gare de l'Est, on a fini les lanterneaux, mais en même temps, là, on va démarrer, on est en travaux sur les commerces, sur le balcon, là. Et puis ensuite, on va avoir d'autres travaux sur, on va enfin enlever, moi je suis trop contente, ça fait 20 ans que j'attends ça, on va enfin enlever l'espèce d'habillage gare de l'Est que vous avez sur le tympan du quai transversal. Je sais pas si vous voyez, il y a des locaux qui sont construits. Donc ça, c'est enfin, on va pouvoir faire ces travaux patrimoniaux importants. On a aussi des gros projets sur les toitures. On a les toitures des halls à refaire, voilà, sans arrêt. C'est aussi bien. Oui, question première. Pour la partie conservation de patrimoine, on a beaucoup parlé de grandes gares, de gares plus modernes. Mais est-ce que vous vous occupez des petites gares de campagne? Alors, de campagne, moi je suis beaucoup sur l'île de France, donc désormais il y a la campagne, l'île de France aussi, donc on peut le dire. Les gares de petite échelle. Pardon. Les gares de petite échelle. Oui, bien sûr. Et beaucoup de gares d'île de France sont des gares de toute petite échelle. Et d'ailleurs, un des sujets, c'est que les gens ne passent même plus par la gare. La gare, elle a plus de fonction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les voyageurs du quotidien, ils ont un pass Navigo.
Ils n'ont pas besoin d'aller acheter un billet, etc. Donc ce sont des petites gares, ce sont les anciennes, des gares souvent très du 19e siècle, hein, avec des belles caractéristiques architecturales. Et c'est vrai que dans certains endroits, les quais marchent, l'accès est câblé avec des couvertures, donc des câbles, c'est des portiques pour mettre les billets. Mais en fait, il n'y a plus besoin de la gare. Et c'est une vraie question que se pose la SNCF, c'est faut-il détruire la gare? Une question. Donc, là, symboliquement déjà dur. Et puis voilà, après, elles sont faites en série, donc il faut peut-être aussi re-questionner ça par rapport à l'ensemble. Mais en même temps, c'est vrai que les gens sont très attachés à leur gare, on ne comprendrait pas. Donc aujourd'hui, on a un programme qui s'appelle Gare de demain, et on essaie de voir avec les mairies quel type de service, donc soit des maisons de santé, soit des petits commerces qui viendraient dans ces gares. Pour les commerces, c'est pas simple parce que notamment en Île-de-France, c'est du pendulaire. Donc du pendulaire, ça veut dire que ça marche le matin, ça marche le soir, mais dans la journée, je ne passe pas grand-chose. Il faut vraiment un tissu local suffisant pour que ça fonctionne. Ça peut être un lieu de destination, ça peut être un dojo. Il y a un appel à projet qui a été lancé. Il y a eu pas mal de réponses assez intéressantes. Il y a des crèches aussi. Alors une crèche plus compliquée parce que les enfants, on les met pas à côté des voies, mais par contre il y a des vibrations et c'est pas bon pour le sommeil. Mais en tout cas, on cherche des programmes pour essayer de trouver des nouvelles fonctions parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est très bien. Généralement, il y a des locaux techniques dedans qui servent à SNCF Réseau. Et l'usage de la vente de billets, il est plus rentable depuis longtemps et il est plus nécessaire depuis longtemps. C'est un peu ça. C'est sans doute un peu différent dans les régions, dans les petites gares régionales. On n'est pas forcément sur le même site d'usage avec des gens pendulaires. C'est aussi SNCF qui va opérer les travaux sur la construction des travaux sur les petites gares en il y a un seuil à partir duquel vous faites après avec la prestataire. Non, c'est la répartition. Après, ça peut être délocalisé en région. Ouais. Les grands projets sont faits à Paris. Délocalisés en région. C'est ça? Donc, voilà, mais effectivement, elles sont magnifiques, les petites gares sont très très belles. Et puis, heureusement aussi, on a des petites gares, dans des sites protégés. Donc, voilà, il y a des ABF aussi qui surveillent tout ça. J'avais une question par rapport à la gestion des flux, donc comme vous parliez, notamment sur la gare du Nord. Est-ce que vous arrivez encore en amont à faire une sorte de simulation du transit des voyageurs dans les gares, en fait, pour affiner après de l'existant. l'aménagement? Sur la base de l'existant, vous voulez dire? Oui, c'est parce qu'en fait, il y a un réaménagement de gare, que ce soit gare du Nord, gare de l'Est. En fait, quand on fait un projet, on le teste avec la simulation de flux. C'est bien ça. Donc on arrive on vérifie en amont avant la construction. Donc c'est bien ça, effectivement. Et parfois même, on commence par modéliser l'existant. On va déjà bien voir les points de congestion, identifier les problèmes, et ensuite, on regarde, on rajoute un escalier, on déplace un mur, on agrandit, on élargit, on rajoute un câble, un contrôle automatique. Donc voilà, effectivement, on fait ça en amont. Et dans la phase de programmation du projet, l'étude de flux, elle est fondamentale pour dimensionner un espace public complexe, absolument fondamental. La phase de programmation des projets, c'est une phase hyper importante. Moi, je tiens beaucoup à ce que les architectes soient présents. Mais pas toujours simple. Mais justement, enfin, tout ce qu'on entend, enfin, dans cette réponse, et ce qu'on a vu aussi à travers la conférence, c'est quand même des compétences très, très spécifiques. Je pense qu'il y a le tas de la formation à l'école d'architecture de Grenoble. Allez, c'est les miennes ou celle des... Moi, je modélise pas. Bien sûr, mais il faut quand même prendre tout ça, et évidemment, mais il faut quand même, j'ai l'impression, développer des compétences qui sont très particulières pour... Oui, mais est-ce que vraiment, alors la question, c'est est-ce que c'est différent quand on va travailler dans une agence qui fait beaucoup d'hôpitaux et que voilà, enfin tu vois, c'est des programmes. Enfin, moi je trouve que c'est des programmes. Non, mais ce que j'aurais pu vous demander, c'est-à-dire que c'est une formation au profil de l'expert. Oui, de toute façon, on a beaucoup de formations, y compris en interne. C'est l'occasion aussi, quand on est dans une grande structure, de pouvoir se former. Je pense que c'est aussi un métier qui s'apprend sur le tas, mais il faut aussi se former tout au long de son parcours. Mais
Mais effectivement, je pense que c'est une spécialité un peu comme une autre. Bon, après, en même temps, les gares aujourd'hui, hein, avec toutes les gares du Grand Paris, parce que maintenant, on dit plus une station de métro, on dit une gare, tout le monde sait faire des gares, manifestement. Question. Voilà. J'ai vu qu'il y avait 2 gares qui avaient été, il y a la gare de Perrault et la gare de Kaigokuma qu'on Ouais. mentionné. On n'a pas, ouais. Mais donc voilà, c'est, après, ce qui est aussi intéressant, enfin, ces gares, d'ailleurs, je pensais à la gare de Kaigokuma parce que ce matin, j'étais à Saint-Denis, justement, donc j'ai pris la gare de la ligne 14. C'est génial, maintenant, elle est à Saint-Denis parce que le siège de la SNCF à Saint-Denis, avant, c'était RER. Maintenant, c'est la ligne 14, c'est quand même mieux. Et je pensais à ça parce que l'espace est immense, immense. Le nombre d'escaliers mécaniques, le nombre de l'espace est immense. Donc effectivement, je ne sais pas par rapport à quelles données de flux ont été dimensionnés ces ouvrages. Et quand je vois le nombre d'escaliers mécaniques aussi, enfin, je n'en connais pas des si grandes, donc c'est assez impressionnant parce que une des thématiques sur lesquelles il va falloir travailler, c'est l'atténuation de l'impact carbone, mais c'est aussi l'intensité d'usage. L'intensité d'usage, c'est à la fois la chronotopie peut-être en utilisation d'espace, c'est comment un espace qui est utilisé les 5 jours de la semaine dans les gares d'Île-de-France, par exemple, quel usage il a le week-end, par exemple, ça c'est un premier sujet. Et puis, l'intensité d'usage, c'est à combien de personnes ça sert et comment je le dimensionne au mieux. Il faut être à la fois visionnaire dans la projection des flux et en même temps être un peu, ajusté, parce qu'on n'a plus les moyens alors financiers, c'est sûr, mais aussi d'un point de vue, on va dire, d'un impact sur les ressources. Et après, vous allez me dire, heureusement, que l'Arc-de-l'Est, en 1930, ils nous ont permis d'accueillir, passer de 26 à 43 millions de voyageurs, finalement. Eux, ils n'ont pas réfléchi comme ça. Que faut-il faire? C'est une question. Merci beaucoup. Je vous en prie, j'étais ravie d'être là. Merci.